Bonjour tout le monde, c'est Stevie de Music Feelings. Aujourd'hui, on se retrouve un peu dans un décor différent parce que cette semaine, j'ai dû faire de la peinture. Si vous me suivez sur Instagram, on est dans une aventure, à savoir repeindre un des murs de ma maison. Stevie Picasso. Mais autant vous dire que je ne suis vraiment pas très doué. Donc pour le moment, on va rester dans ce petit cadre-là et c'est plutôt pas mal parce qu'on est plutôt proches les uns des autres. Je suis content de vous voir, je peux même vous toucher là. Voilà, bonjour, ça va? Non, pas toi, le coronavirus. Et aujourd'hui, on va revenir sur un thème qui m'a été demandé à de nombreuses reprises. On va parler du R&B en France et plus précisément de la place des filles noires et des filles maghrébines dans le R&B en France. Il faut savoir que pendant longtemps, ça a été un débat en France, à savoir que les filles noires étaient moins exposées ou alors moins vendues dans le R&B en France. On va essayer de savoir pourquoi, comment et surtout en fait, j'ai aussi fait cette vidéo parce que j'ai vu un débat récemment avec Rokhaya Diallo. Vous disiez, il y a une chanteuse en France qui est extrêmement populaire, qui s'appelle Aya Nakamura, qui est une femme magnifique, extrêmement talentueuse. Une belle voix. Lorsqu'elle faisait carrière, c'est les personnes qui faisaient sa promotion lui ont conseillé de s'éclaircir la peau pour avoir du succès, ce qu'elle a refusé. C'est pour vous dire à quel point les personnes, donc des gens en fait de l'univers de la musique lui ont dit si tu veux faire carrière, fais-toi éclaircis-toi la peau, tu seras plus jolie et tu auras plus de succès. Elle a refusé. Mais elle a bien fait, mais ça veut dire que dans l'inconscient collectif, quand même, la beauté, c'est plus Beyoncé que Aya Nakamura. Rokhaya, vous pouvez pas dire ça. Parlons de Nina Simone, parlons d'Ella Fitzgerald, parlons de Grace Jones. Ce qui est intéressant, c'est le quiproquo au sujet du colorisme. À savoir que Rokhaya Diallo leur dit, ça existe dans l'industrie du disque, et eux ils se disent non mais c'est totalement n'importe quoi, de quoi elle nous parle. Et c'est ça qui m'a confirmé dans l'idée de faire cette vidéo. Mais en réalité, elle sera incluse dans une série de 4 vidéos sur ces thèmes qui peuvent paraître un peu annexes, mais qui sont essentiels à la compréhension totale de l'industrie du disque occidental. C'est-à-dire que dans cette vidéo, on va principalement revenir sur les chanteuses de R&B des années 2000. J'ai choisi le camp des tranchées. Ou encore, donc, elle aussi. Mais ce sera un premier chapitre que je vais progressivement ouvrir au point peut-être d'arriver à la carrière de Aya Nakamura ou alors de celle qui a besoin de passer ses caleçons à la machine à laver. On va y arriver, mais pour le moment, dans cette vidéo, on va surtout essayer de comprendre pourquoi le R&B féminin en France a souvent été défendu par des filles maghrébines. On va essayer de comprendre pourquoi Melissa M, Kenza Farah ou encore Wallen étaient plus ou alors mieux marketées ou alors plus mises en avant comparé à des chanteuses comme Lincha ou encore Karine. On va essayer de savoir ce qui se passait dans l'industrie, comment elle fonctionne, quel était l'impact du genre musical dans tout ça, parce que ce n'est pas simplement un problème de talent. Bref, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, et on commence la vidéo. Alors, c'est un débat intéressant parce que c'est un débat qui se pose en France. Et c'est d'ailleurs très mal vu de poser ce genre de débat en France parce qu'en France, on est colorblind. À savoir qu'en France, on ne voit pas les couleurs. Si tu demandes à quelqu'un dans la rue à quoi Stevie ressemble, il va te dire que non, je connais pas la couleur de Stevie, je vois pas sa couleur, c'est un rose yeux bleus. C'est-à-dire qu'en France, il y a cette grosse gêne au sujet de la couleur de peau. C'est aussi pour ça qu'on a ce débat absolument ridicule sur le mot black, noir. C'est-à-dire qu'on ne veut pas dire noir parce que noir, c'est noir, quoi. You know? On s'encombre de beaucoup de choses et c'est pour ça que ce genre de débats sont souvent mal vus. Pourtant, ils sont essentiels et en réalité, ils sont plutôt naturels en fait. Ce n'est pas un crime de reconnaître à l'autre une différence. Le problème vient quand tu le discrimines à cause de cette différence. Et ça peut aussi devenir dérangeant quand tu ne reconnais pas à l'autre cette différence tout en le discriminant à cause de cette différence. Mais dans le débat actuel, ce qu'il faut surtout comprendre, c'est que nous sommes des êtres sociaux. Cela veut dire que de manière plus ou moins spontanée, nous aurons plus tendance à aller vers des choses que nous connaissons, que nous comprenons, ou encore que nous avons l'habitude de voir. Cela ramené par exemple au spectre de l'exposition des célébrités en France ou dans la majeure partie des pays européens, ce n'est pas une surprise de voir que la majeure partie des stars ou des célébrités dans ces pays-là soient blanches à l'image de la majorité de la population. Ce qui ne veut de prime abord pas dire que tous ces gens-là sont d'absolument dangereux, méchants, des vikings, d'hommes d'anciens temps. Pas du tout. Ce sont encore une fois des gens qui consomment ce qu'ils ont l'habitude de consommer, qui se dirigent de manière plus ou moins logique vers ce qu'ils ont l'habitude de voir. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans la conversation entre Rokhaya Pujadas et André Berkoff, Pujadas a un très mauvais argument, c'est l'argument d'Omar Sy. Il lui dit ça. En France, pardonnez-moi, la personnalité préférée des Français, ça reste Omar Sy. Et il s'est pas blanchi la peau, Omar Sy. C'est un homme, je parle des femmes, vraiment de la pression qui existe. Il lui dit oui, mais Omar Sy est la personnalité préférée des Français et elle lui répond de son côté que c'est un homme.
homme. En réalité, même sa réponse à elle qui se base sur l'argument homme-femme n'est pas tout à fait à droite, parce que ce qu'il faudrait regarder, c'est plutôt l'ensemble du classement, parce que dans l'ensemble du classement, c'est là qu'on va voir. On sait très bien qu'Omar Sy est la personnalité préférée des Français actuellement, comme Yannick Noah l'était, avant qu'il ne commence à payer des impôts en Suisse et à porter des chaussures. Donc ce n'est pas une surprise. En revanche, quand on regarde l'ensemble du classement, on va bien se rendre compte qu'il y a très peu de minorités. Et cet argument de dire que comme il y a Omar Sy, il n'y a pas de problème, c'est souvent un argument qui sert à cacher la misère et qui sert à cacher le fait que derrière cette situation d'infériorité, derrière cette situation où il y a déjà une propension naturelle à aller vers ce qu'on connaît, il y a aussi dans les sociétés occidentales une histoire du racisme, une histoire de l'esclavage qui fait en sorte que ça en rajoute à la difficulté de personnes qui sont déjà en minorité d'arriver à un certain stade de visibilité dans la société. Prendre Yannick Noah ou encore Omar Sy en porte-étendard pour nier le fait qu'il n'y ait pas un problème de représentation pour les minorités sur la scène artistique ou plus ou moins médiatique française, c'est nier le fait qu'il y a déjà cette propension plus ou moins naturelle à aller vers ce qu'on connaît, mais aussi le fait qu'il y ait une histoire de racisme et d'esclavage qui continue d'exister et qui donc rend cette tâche encore plus difficile et cruelle parce que là on parle d'industrie du disque, on parle d'industrie du spectacle et donc on vend du rêve. Et la partie du rêve est très importante parce qu'en réalité ce qui n'accroche pas, c'est le fait de pouvoir se voir ou se représenter dans les yeux des autres. C'est-à-dire que quand une petite fille noire grandit en France, elle a tellement de modèles qui ne sont pas forcément noirs qu'elle a l'habitude de s'identifier à des modèles qui ne sont pas les siens. Les autres petits enfants ne les ont pas forcément en fait. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas beaucoup de modèles noirs et c'est d'ailleurs pour ça que ça tend à changer. Mais on a vu plusieurs polémiques au fil des années où chaque fois qu'il y avait des films où il y avait beaucoup d'acteurs noirs ou alors quasiment que des acteurs noirs, ça crispait en France parce qu'on n'a pas l'habitude de le voir. Même si on fait plutôt semblant d'être colorblind, style étant rose, yeux bleus, on ne voit pas les couleurs. Là, on se rend bien compte que cette couleur-là, autant exposée, peut gêner parce que certains n'ont tout simplement pas l'habitude et certains autres sont purement dans ces relents de racisme qu'on essaie d'éliminer mais qui existent. Et c'est donc dans ce contexte social-là que le R&B, qui est donc une musique afro-américaine, arrive sur la scène française et qu'il faut donc la vendre et la vendre au plus grand nombre. Déjà, les États-Unis et la France, c'est deux choses, tu vois, la culture n'est pas la même. Tu vois, là-bas, ils ont écouté ça toute leur vie. Même les rappeurs, le dimanche, voilà, ils sont à l'église. Ça chante le gospel à mort. Du coup, ils ont ça. Ils ont cette fibre-là, cette fibre de mélodie, d'harmonie. En France, c'est pas ça, tu vois. En France... Dans la vidéo sur la carrière d'Ophélie Winter, j'étais déjà revenu sur le fait que le R&B et la France, ça n'a jamais vraiment fait un. À savoir que les Français veulent plutôt de manière générale des mélodies et du texte. Ils n'en ont absolument rien à cirer des voix. Et c'est pour ça que Miss Concert d'Ascenseur, a.k.a. Carla Bruni, a pu avoir le succès et l'impact. Parce qu'elle a eu un vrai impact dans la musique des années 2000. Et que de l'autre côté, je suis sûr et certain, avec tout le respect pour le grand compositeur qu'il est, que Jean-Jacques Goldman et moi à The Voice, je le termine. On n'est pas dans la culture de la voix, on n'est pas dans la culture des harmonies, alors que le R&B, c'est totalement l'inverse en fait. C'est un genre qui est battu sur des rythmiques plus compliquées, qui viennent déjà de la New Jack, qui a eu du mal à s'imposer en France. C'est un genre qui parle beaucoup d'amour et de sensualité de manière plus ou moins explicite, ce qui n'est pas toujours très bien accepté en France et en français. Et bien sûr, c'est le genre du vocals, quoi, des chants, des harmonies, ce qui ne colle pas du tout avec l'esprit de la musique en France. Si vous regardez The Voice, vous avez dû voir que certains juges comme Zazie ou Pascal Obispo étaient souvent mal à l'aise avec des chanteurs qui étaient un peu trop talentueux vocalement par rapport à eux. N'est-ce pas, Zazie? D'ailleurs, elle aussi, c'est un très bel exemple parce que c'est une très jolie parolière. Au fait, si elle passe par là, il faut savoir que sur son dernier bon album, celui de 2007, là, le dernier qui était à peu près potable, elle aurait dû clipper la chanson Ça, qui est un très beau titre et qui confirme donc sa formule où elle fait de très beaux textes et de très belles mélodies qui s'opposent totalement à l'esprit même du R&B. C'est donc à ça que l'industrie du disque française a dû faire face, à savoir comment imposer un genre qui ne correspond pas déjà aux codes habituels du très grand public en France, comment le leur imposer en s'assurant qu'il nous rapporte. Au début, comme ils sont un peu paresseux, voire beaucoup paresseux pour la majeure partie d'entre eux, ils se sont dit, on va tout simplement copier les formules américaines. C'est pour ça qu'on a eu les Poetic Lovers qui sont les Boyz II Men. On a eu énormément de formules qui étaient des copier-coller de ce qui se faisait aux États-Unis. Et c'est donc à partir de ce moment-là qu'il va plus ou moins y avoir un dilemme entre les filles noires et les filles maghrébines. Ça ne veut pas dire qu'elles vont s'opposer, qu'elles vont s'étriper, pas du tout. Ça veut dire que dans le choix marketing, il va y avoir un parti pris à prendre qui va s'expliquer par différentes choses. La première chose, c'est ce que j'appelle à la fois trop bien et pas assez bien. Pourquoi? Parce qu'ils vont donc aller chercher des chanteuses de R&B noir. C'est un style afro-américain et ils veulent plutôt à la base le reproduire en France. Sauf qu'on est en France et je vous ai dit que les codes de ce genre ne correspondent pas tout à fait à la France. Donc on va prendre des chanteuses qui de base sont plutôt talentueuses, qui de base sont plutôt
passionnés par cette musique et on va leur dire faisons des albums, mais attention, nous sommes en France, donc comme on est en France, on ne peut pas faire exactement la même chose qu'aux États-Unis en termes de qualité, en termes de technique, parce que les Français ne vont pas comprendre. Donc on va avoir des singles qui sont plus légers, qui sont plus poppy, qui sont plus dilués pour que ça puisse passer dans l'imagerie française. Mais de l'autre côté quand même, on va vous coller toute l'imagerie des stars américaines en fait. Parce que ça, l'imagerie, c'est facile, ça fait rêver. Et donc pour la plupart des projets de chanteuses de R&B françaises de l'époque, vous allez voir qu'on retrouve l'imagerie américaine, on retrouve les clips un peu clinquants sur des singles qui sont plus légers, notamment au niveau des paroles et des instrus. Et un bon exemple, ça reste toujours Rendez-vous de Lincha. Je suis pressée. Là, vous allez me dire, style, c'est plutôt logique, on essaie d'introduire et après, du coup, elles vont sortir du lourd, du vrai R&B. Sauf que, en fait, de base, nous savons tous que cette musique-là, c'est difficile, voire impossible de savoir qu'on pourra l'imposer au très grand public français. Donc, de fait, ce qui va se passer, c'est que ces filles-là, en général, vont donc livrer des singles avec l'imagerie américaine et avec une qualité musicale qui sera moindre pour pouvoir s'adapter au public français. Et ça va donc créer deux choses. La première chose, c'est qu'elles-mêmes, pour la plupart, vont se sentir frustrés de ne pas pouvoir étaler en single la majeure partie de leur capacité. Et l'autre chose, c'est qu'elles vont être cataloguées y compris par le public qui aurait pu les aimer en fait. C'est-à-dire que les fans de R&B en France, quand ils vont voir ces chanteuses-là arriver, vont pour la plupart les prendre pour des sous-marques de Beyoncé, Brandy ou encore Mary J. Blige. Cette comparaison va prendre parce que de base, elle est vraie en fait. C'est-à-dire qu'elles sont vraiment inspirées dans l'image de chanteuses américaines, mais en plus tous les magazines Salut, OK de l'époque en abusent. Et donc China, Caroline, Shasaya et toutes les autres ont plus ou moins à l'époque les comparaisons avec certaines chanteuses américaines. Le problème qui se pose, c'est que ces chanteuses américaines sont aussi en promotion en France. Donc de fait, elles se retrouvent en concurrence avec les versions américaines. Et en plus, comme à elles, on leur dit que vous êtes en France, donc pour vos singles, il faut plutôt que ce soit édulcoré. En fait, elles se transforment véritablement en version édulcorée de chanteuses américaines qui les concurrent parce qu'elles aussi sont en promo sur les territoires français. De fait, beaucoup de ces chanteuses-là ne vont jamais trouver leur public sur des albums parce que quand les singles qu'on va faire pour toucher le grand public français vont marcher, en fait, eux ne sont pas des acheteurs de R&B en fait. Ils vont pas aller acheter les albums de ces chanteuses-là et le public donc plus ou moins R&B de l'époque qui achetait les albums des chanteuses américaines va regarder ces chanteuses-là de haut en se disant que leurs singles ne sont pas intéressants et partant de là va beaucoup les mépriser. En France, vous allez voir qu'il y a énormément de fans de R&B qui vont vous dire qu'ils n'écoutent absolument pas de chanteuses de R&B ou même de chanteurs de R&B français parce que l'image et les singles leur paraissaient fake par rapport à ce qu'ils écoutaient chez les Américains et c'est donc là que les chanteuses de R&B noirs se retrouvent piégées sur les deux tableaux. Le troisième point, c'est l'hypersexualisation consciente ou absolument inconsciente de la femme noire qui a toujours existé, mais qui est renforcée aujourd'hui et déjà à l'époque, simplement de base par l'image qu'elles ont dans les clips de rap en fait. C'est-à-dire que dans les clips de rap de l'époque, ils sont bling bling, il y a que des filles noires toujours dénudées. Et cette image-là de la femme noire un peu greluche autour des rappeurs se rapproche un peu bizarrement de la fille un peu sexy des clips de R&B. Ça ne veut pas dire que c'est la même chose, mais pour quelqu'un qui les regarde de loin, pour un spectateur plus ou moins profane, il peut y avoir une relation qui est faite. Et d'ailleurs, Lincha, dans l'interview que j'ai eu avec elle sur mon autre chaîne, me disait que par exemple, pour son clip de Rendez-vous, la plupart des gens dans la rue pensaient qu'elle était quelqu'un de distant, qu'elle était quelqu'un de froid, parce que dans le clip, elle a l'air plutôt fraîche, qu'elle ressemble à une américaine. Donc les gens se faisaient une image d'elle qui ne correspondait pas à la réalité. Et ce troisième paramètre-là, on a rajouté à la crédibilité des chanteuses de R&B, qui étaient plutôt vues par certains comme des bitches de clips, comme des meufs un peu frivoles. Et d'ailleurs, en France, il y a encore des gens qui vous diront que Beyoncé ne sait pas chanter parce qu'elle se dénude, parce que c'est une idéologie qui n'entre pas totalement dans les spectres francophones. Et c'est donc pour ça que les chanteuses de R&B noires l'ont aussi subi. Ma maison de disque, entre guillemets, m'avait donné, ils voulaient me donner une image très carrée, tu vois. Et, ouais, mais oui, toujours. C'est une image où il y avait trop de distance. Les gens ne savent pas qui tu es, ils voient juste par rapport à un clip, tu vois. Et comme je t'ai dit, ils ont vu un clip d'une meuf, là, dans la voiture, dans le machin, nanana. Et si tu veux, ils n'ont pas les trucs profonds que, ouais, la meuf, elle fait ça, mais la meuf, elle vient du 93, elle est comme toi, cherche pas. Elle kiffe ce qu'elle vit en clip, mais c'est pas sa life, tu vois. Et si tu veux, ils n'avaient pas la profondeur du truc. Ils voient juste la surface, vas-y, ta meuf, elle se la pète, elle est dans sa voiture. Communication comme ça, le partage avec les gens, ce qui fait que, ouais, elle se la pète, elle se prend pour une quinrie. Les gens, ils m'ont éclaté. Ils m'ont éclaté. Non, c'est vrai, je me rappelle de cette période. Quand tu voyais en parallèle, en ce moment, il y avait beaucoup de chanteurs rebeux, tu vois, qui commençaient à faire du R&B. Enfin,
comment ça, qui faisaient du R&B. Du R&B. Et eux, ils étaient soutenus. Étaient grave soutenus par leur communauté. Et c'est comme ça qu'on a disparu à un moment donné. Et bien sûr, après cette hypersexualisation, on se dit que c'est encore une autre qui va disparaître bientôt et que ce n'est pas forcément une vraie artiste. Il y a un quatrième critère, c'est bien sûr le critère dont j'ai parlé au début, à savoir que nous sommes dans une musique qui a déjà du mal musicalement à s'imposer dans les oreilles du très grand public français. En plus, vous êtes des femmes noires. Et donc, de fait, le problème de la représentation se pose parce que les gens n'ont pas forcément l'habitude. Donc, vous devenez plus difficile à marketer. Déjà qu'il n'y a pas énormément de noirs dans le paysage médiatique français. En plus, des femmes dans un style musical qui n'est pas forcément populaire, c'était d'autant plus difficile à marketer. Je prends souvent aux États-Unis l'exemple de Brandy parce que les gens ne se rendent pas compte, et je ferai une vidéo sur sa carrière, mais Brandy a eu un impact assez phénoménal sur le début de sa carrière parce que Brandy est la première petite fille noire avec les tresses et tout qu'on va permettre d'entrer dans tous les foyers des blancs américains. Et c'est très particulier en fait. Pour ceux qui ne connaissent pas la carrière de Brandy, c'était un peu le bébé Taylor Swift de l'Amérique. Et c'était très particulier, surtout quand vous prenez du recul. Vous voyez tous les combats de l'époque parce que c'était une petite fille noire avec des tresses en fait. Alors que les petites filles blanches jouaient avec les poupées de Brandy. Et donc ce truc-là dans la carrière de Brandy a énormément joué dans la vision même des petites filles noires auprès du très grand public américain. Si vous prenez du recul en France, vous avez rarement des petites baby stars noires en France. Quand je dis baby stars, c'est les stars pour enfants en fait. Les Laurie, les Alizé, ce genre de petites stars là qui sont des phénomènes, vous les voyez rarement. Mais pourquoi? Tout simplement parce que c'est un créneau où on sait que les petites filles là auront du mal. Ça ne veut pas dire qu'elles sont racistes, c'est que comme je vous ai dit au début, elles n'ont pas l'habitude, donc elles auront du mal à s'habituer à une autre représentation. Et ces états de fait qui existent encore et toujours aujourd'hui à différents niveaux, mais ça existe encore et toujours aujourd'hui, ont joué sur la perception et l'impact de ces chanteuses de R&B noires de l'époque qui avaient déjà une tâche assez difficile parce qu'en plus on leur demandait de pas être trop américaine, de pas être trop sexuelle, de pas être trop R&B, de pas être trop féroce parce que si tu es trop féroce, tu fais trop ghetto, enfin bref, c'était déjà assez compliqué. Et c'est donc comme ça que dans l'équation pour l'industrie, les filles maghrébines françaises arrivent. Elles arrivent donc premièrement parce que elles aussi font partie d'une minorité. Elles aussi écoutent beaucoup de musique américaine. Et surtout, au niveau de l'image, en fait, elles passent mieux. À savoir que c'est plus facile pour une petite fille blanche de s'identifier à une Kenza Farah que de s'identifier à une China. C'est là où se joue le colorisme. C'est-à-dire que visuellement, comme elles correspondent plus à certains codes habituels, entre parenthèses, de la société, en fait, elles sont plus facilement marketables. Mais ça ne veut absolument pas dire qu'elles ne subissent pas des discriminations. Il n'est pas non plus open bar pour elles. Souvent, vous allez voir qu'elles-mêmes le savent. La manière de chanter quand on est sur TF1 ou sur France 2 n'est absolument pas la même, surtout au niveau de l'accent quand on est sur Skyrock ou alors quand on est sur une petite radio en fait. C'est-à-dire qu'elles-mêmes essaient au maximum de lisser leur image pour le très très grand public. Elles vont donc premièrement régler le problème de l'industrie. À savoir que là, ils vont avoir des filles qui sont donc issues de la banlieue, qui sont issues du 93 ou de ce genre de département et qui ont donc plus ou moins la crédibilité de la rue et qui en plus sont marketables plus facilement au niveau de l'image au très très grand public français. Donc de fait, elles vont régler un problème marketing majeur. Mais le truc majeur où elles vont aussi devenir un avantage, et l'ancien directeur de Def Jam le disait très bien. Je pense que difficile pour les filles de couleur black d'arriver en France. On a toujours vendu beaucoup plus de filles de Nord-Afrique. L'artiste placé, très petite sœur, très protection et jamais déluré. Ok, je sais pas. Quand Kenza Farah arrive, ça cartonne. Elle n'est pas en loup-boutin en train de dire je suis la plus bonne. Elle est là en train de parler de la vie de quartier et de toutes les filles de quartier, la petite sœur. Il parle du ratage de l'album de Fanny Negesha. Il l'explique par le fait qu'ils ont péché au niveau de l'image et donc de l'image générale des filles noires en France. Et aussi, il dit qu'ils ont péché au niveau de la direction artistique. Ce qui revient à ce que je vous ai dit sur plusieurs chanteuses de R&B tout à l'heure, à savoir qu'il n'y avait pas forcément un manque de talent, mais parfois on a péché au niveau de la combinaison entre l'image et la direction artistique, du moins des singles qu'on voulait vendre parce qu'on était en France. Ça, c'est la première chose. Mais la seconde chose qu'il dit et
qui est très importante, c'est qu'il dit que les filles maghrébines en France n'ont pas une image aussi sexualisée que les filles noires et ont cette image de petite sœur, ce qui est totalement vrai. Elles n'ont pas subi tout ce qu'il y a eu autour des clips de rap parce qu'elles n'y sont quasiment pas, et de l'autre côté surtout, ce qu'elles vendent est assez différent au niveau du texte des chanteuses noires. C'est-à-dire que sur la direction marketing, vous allez voir que les Kenza Farah, Wallen et toutes les autres, même si elles sont différentes au niveau du talent, parce que Wallen et Kenza Farah, voilà quoi, même s'il y a cet écart, même s'il y a ce grand écart au niveau du talent, souvent elles reviennent sur les mêmes thématiques, à savoir que je me bats, je dois m'en sortir, c'est assez difficile, comme ici. Sont vendus dans une logique assez différente, plus francophone et moins américaine que les filles noires. Et comme c'est une population qui est aussi discriminée, qu'on ne voyait pas beaucoup dans les médias et surtout qu'on fantasmait de manière un peu caricaturelle, c'est-à-dire que l'image de la fille maghrébine, c'était la fille sous le voile, qu'on ne voyait pas beaucoup, qui avait peur, on les voyait pas beaucoup dans les médias et surtout pas dans la chanson. R&B, contrairement aux filles noires, va avoir chez elle un espèce d'aspect libérateur. C'est-à-dire que ça va donner comme un sentiment d'intégration, parce que même quand on va envoyer certaines filles du R&B noir comme Kélia sur ce créneau un peu ghetto, ça donnait ça, bah ça va mal passer, ça va être moins accepté, parce que bizarrement en France c'est aussi très difficile de trouver une femme noire crédible quand elle raconte les histoires du ghetto de manière un peu féroce, alors que chez les maghrébines à l'époque ça passe comme un sentiment d'émancipation, d'intégration à la population française générale. Et c'est donc ça qui en rajoute à leur argument marketing pour vendre cette musique. Le dernier point qui va plus ou moins jouer, c'est bien sûr le R&B Fever. Pourquoi? Parce qu'il va couper la branche américaine. Bien sûr que les prods sont toujours hyper inspirés des producteurs américains. Mais déjà dans la manière de chanter, les chanteuses maghrébines chantent beaucoup moins comme les américaines que les chanteuses noires françaises, parce que les chanteuses noires françaises sont des chanteuses de R&B. Quoi qu'on puisse dire, si vous avez écouté les albums de Lincha, de Karine ou encore même les premiers albums de Saga, vous allez comprendre que c'est des filles qui écoutaient le R&B américain et qui, si on leur demande de poser, savent comment poser. Les chanteuses maghrébines posent déjà différemment. Et en plus, le R&B Fever va leur donner un lien avec le public maghrébin directement en fait. C'est-à-dire qu'elles avaient déjà le côté petite sœur. En plus là, au niveau du son, elles vont avoir leur public avec elles. Ce qui n'est pas forcément le cas des chanteuses noires, parce que beaucoup de chanteuses noires, encore une fois, vont souffrir de cette comparaison chez les noirs même avec les chanteuses américaines en disant que non, moi je préfère Beyoncé, je préfère Brandy. Et ça va les affaiblir au niveau de la stratégie commerciale. Tandis que la marque R&B Fever, même si musicalement... bah en fait ça va les renforcer au niveau de leur niche, en plus de les établir avec tous les arguments cités plus haut auprès du très grand public français. Ceci n'était pas une comparaison améliorative, mais vraiment pour revenir sur le fait d'expliquer que la musique, la vendre, ce n'est pas que de la musique en fait. Il y a tout un climat social auquel l'industrie s'adapte. Quand vous regardez par exemple l'industrie asiatique, vous voyez bien que certains codes s'appliquent et qu'ils sont encore plus durs que les codes européens. Ici, c'était donc pour revenir sur le fait que bien sûr beaucoup de gens depuis des années se posent la question de savoir pourquoi on n'avait pas de chanteuse de R&B aussi exposée. J'ai expliqué pourquoi c'était le cas, mais ça ne veut pas dire encore une fois qu'elle n'était pas bonne. Quand vous écoutez des albums de Karine, de Shaina ou même de Lincha, vous allez vous rendre compte que dans les chansons albums, il y a de très bons titres en fait. Il y avait du niveau même dans des chanteuses qui n'ont pas forcément explosé auprès du grand public. Le problème, c'était l'écart entre le public, l'image et la stratégie marketing. Un problème qui était moindre chez les filles maghrébines et qui a pu laisser passer des trucs comme, Kenza Farah, qui était déjà une sous-marque Action Lidl de Wallen, mais qui avait les bons codes à la bonne époque pour pouvoir toucher et accrocher auprès d'un public jeune. Kenza Farah, dont je me moque beaucoup à l'époque de Skyblock, c'est très intéressant à analyser parce qu'elle réussit véritablement à créer une émulation autour de son personnage. Maintenant, les différents codes sociaux que j'ai mis en exergue dans cette vidéo ont fait en sorte que l'histoire se passe comme elle s'est passée. Mais surtout, et j'insiste sur ça, là je parlais du R&B en France. C'est-à-dire que pour moi-même, il y a plusieurs sortes de R&B en France et je suis un peu fatigué de voir à chaque fois que on nous dit tout et n'importe quoi sur le R&B. D'ailleurs, des fois j'entends que Aya Nakamura fait du R&B alors que je suis sûr que la pauvre Aya Nakamura elle-même vous dira qu'elle ne fait absolument pas du R&B et ça n'a jamais été son intention. Donc de fait, cette analyse s'arrête surtout sur les artistes R&B. Plus tard, j'expliquerai même la différence que je fais entre R&B français et R&B francophone. Je reviendrai aussi sur le pourquoi ces chanteuses-là qui ont eu du succès, ces chanteuses maghrébines-là, ont plus ou moins disparu de la scène. Parce que ça aussi, c'est intéressant de voir que même si elles ont eu tous ces codes-là à ce moment précis, elles n'ont pas pu les faire durer. Il y a des raisons à ça. Mais pour le moment, nous arrivons à la fin de cette vidéo qui revenait sur le pourquoi les filles noires du R&B n'ont pas été autant mises en avant que les filles
filles maghrébines dans le R&B. N'hésitez pas à me donner vos avis sur mon analyse. Comme je vous l'ai dit, c'est le premier d'une série d'épisodes qui reviendra sur tout ce qu'il y a autour de la vente de la musique afro-américaine ou tout simplement afro dans les pays occidentaux. Donc il y en aura d'autres. Il y aura d'autres aspects que je mettrai en lumière, notamment, vous verrez. Certains devraient d'ailleurs comprendre tout de suite. Bref, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à me donner vos avis au maximum, à me dire si vous écoutiez ces chanteuses, vos préférées, vos chansons préférées, et surtout, encore une fois, là je parle de chanteuses R&B ou bien R&B pop de la fin des années 90 au début ou à la moitié des années 2000. Ne commencez pas à venir me raconter que votre cousine a sorti un single en 2020 ou en 2010, parce que sur ça, je reviendrai dans une autre vidéo. Les codes changent, la société change, l'impact des réseaux sociaux, il y a énormément de choses à développer, et donc cette analyse se centrait sur une période précise, avec des codes précis et un marketing précis. J'attends vos avis dans les commentaires et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ah oui, j'oubliais, si vous êtes arrivé à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et cliquer sur la petite cloche et tout. Et surtout, n'hésitez pas à me dire, selon vous, quel est le chanteur ou la chanteuse de R&B en France qui a eu le plus d'impact? C'est-à-dire que dans toutes ces 20-30 dernières années, qui selon vous a eu le plus d'impact? Dites-moi ça dans les commentaires. Dites-moi aussi pourquoi. Je pense savoir les deux qui ressortiront le plus, et la personne qui sera le plus citée aura une vidéo sur elle, sa carrière dans les mois à venir.